Je m'appelle Danielle Ross, j'ai 34 ans, je suis une ancienne infirmière militaire et je viens de rentrer de Syrie après 3 longues et brutales années qui ont tout changé, sauf apparemment la façon dont ma famille me voit. On pourrait penser qu'en rentrant dans la maison de son enfance, encore chaussée des bottes, avec lesquelles on a marché dans un champ de mines, on aurait au moins droit à un signe de tête, un « bienvenue à la maison », une accolade, peut-être même un sourire, mais tout ce que j'ai eu, c'est un sourcil levé et la voix de ma mère qui résonnait dans le couloir comme un vent glacial. Tu ne pouvais vraiment pas rentrer dans cet état. Je me suis figée sur place, la poussière de la guerre encore collée à mon uniforme, le dos endolori par le sac de voyage que j'avais transporté à travers les océans et les déserts. Mon cœur s'est serré à cet instant, non pas parce qu'elle désapprouvait mon apparence, mais parce que je réalisais qu'elle n'avait pas changé d'un iota, tout comme cette maison. Au dîner, mon frère Tyler a fait une blague idiote en disant que je ressemblais à un panneau de signalisation ambulant. Ma sœur Rachel refusait de me regarder dans les yeux. Et mon père, il n'a même pas levé les yeux de son assiette. Ils ont fait passer la purée de pommes de terre comme si je n'étais qu'une bouffée d'air. Ils ont parlé du prix des crevettes, de leur projet de mariage, de l'immobilier, mais pas un mot sur ce que c'est que de porter un homme mourant sur son dos en priant pour que l'hélicoptère médical ne se fasse pas abattre. Je suis restée assis là, retenant les larmes que je m'étais entraînée à ne pas montrer. Après 3 ans passés dans une zone de combat, je me sentais plus invisible à cette table que je ne l'avais jamais été accroupie derrière un mur de béton à Raqqa. Avez-vous déjà pénétré dans votre propre maison et vous êtes-vous senti comme un étranger au milieu de personnes qui partagent votre sang, comme si vous pouviez crier et que personne ne tournerait la tête? Cette nuit-là, j'ai appris quelque chose qu'aucun manuel de terrain ne m'avait jamais enseigné. Parfois, la vraie guerre ne commence que lorsque vous vous retrouvez dans votre cuisine, entouré de personnes qui devraient connaître votre nom mais qui ne voient pas vos cicatrices. Et à ce moment-là, j'ai compris que rentrer à la maison ne signifie pas toujours être accueilli à bras ouverts. Pendant les premières semaines, j'ai essayé de m'adapter, je souriais aux moments opportuns, je posais des questions sur le stage de ma sœur, j'écoutais d'un air intéressé les interminables discours de mon frère sur son projet de start-up, et je riais même quand ma mère passait sa chanson préférée, « Tout va bien », tout en pliant le linge, comme si nous vivions dans une sitcom. Je gardais mes histoires enfouies en moi comme des lettres fragiles jamais envoyées. Quand j'étais enfant, je m'allongeais dans mon lit et je fixais le ventilateur au plafond, qui ressemblait à une pale d'hélicoptère que je ne pouvais pas éteindre. Le bruit des tirs de mortier résonnait dans ma poitrine lorsque je me réveillais en sursaut à 2h11 du matin, le pouls battant à tout rompre et trempé de sueur. Pourtant, je descendais discrètement, me faisais une tasse de café et faisais comme si la seule chose qui me tenait éveillée était la peur du manque de caféine. Il ne voulait pas entendre parler de la Syrie, du moins pas des garçons blessés que j'avais bandés sous les tirs, et certainement pas de celles qui avaient brusquement cessé de fonctionner alors que nous en avions vraiment besoin. Il voulait me voir propre, modeste et silencieux, afin de pouvoir m'asseoir à table avec eux pour manger une salade de pommes de terre sans que je me sente mal à l'aise. Je me suis pliée à leurs attentes, dans le silence. Je cachais mes tremblements. Pendant le week-end, j'ai noyé mon chagrin dans un brunch dominical, mais rester silencieux n'aide pas. Nous ne sommes pas à l'aise. Ce n'est qu'un uniforme, que ceux de honte et de terreur. J'avais l'impression de m'effacer, non seulement de la pièce, mais aussi de leur mémoire, à mesure que je le portais. Après cela, il y a eu la cérémonie commémorative de grand-père. Il avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale et était censé être un véritable héros, le genre d'homme qui inspire les récits fictifs, parce que je voulais qu'il voie le vrai moi pour une fois. J'ai repassé méticuleusement mon uniforme, en m'assurant que chaque bouton était bien en place et que chaque pli était lisse. Pendant les discours, je me suis assis au fond et j'ai écouté mon cousin Nathan parler de politique énergétique comme si c'était le jour de la croisade. Brent a croisé les bras comme si son travail d'entrepreneur dans le domaine de la défense lui donnait une force surhumaine. J'ai bêtement pensé que j'avais ma place quand est venu mon tour de poser pour la photo de famille. « Laisse les garçons se mettre au milieu », m'a dit ma mère en posant sa main sur mon bras, en costume. « Ils se tiennent devant toi, ça fera plus solide. » C'est mieux comme ça. J'avais l'impression d'être un accessoire. Une fois de plus, j'ai détourné l'appareil photo de moi en reculant. Après la cérémonie,
Nous sommes retournés chez tante Linda pour déguster d'autres plats mijotés, boire de la limonade et discuter poliment. On aurait pu penser que quelqu'un aborderait le sujet de mon retour ou dirait au moins quelque chose comme « Ça fait plaisir de te revoir, Daniel ». Au lieu de cela, les discussions ont dérivé vers des sujets tels que la décision de Tyler de se lancer dans les crypto-monnaies, les travaux dans la maison et les admissions à l'université, plutôt qu'un membre de la famille. J'étais peut-être un inconnu en uniforme, mais j'ai fait de mon mieux. Bon sang, j'ai vraiment fait de mon mieux. Au milieu du thé sucré et des assiettes en carton, j'ai raconté une anecdote humoristique sur la fois où j'ai dû soigner un camarade soldat à l'arrière d'un véhicule blindé alors que nous traversions Alep. Pour plaisanter, j'ai mentionné que j'avais dû utiliser du ruban adhésif car la trousse de secours était vide. Mais maman a commencé à lever les yeux au ciel à mi-chemin. « Tu m'en as déjà parlé ?» a-t-elle dit en grignotant son œuf mimosa. « On dirait que tu as participé à des combats, mon chéri. Tu étais infirmier. Tu distribuais des pansements. » Ces remarques ont été plus dévastatrices que toutes les explosions que j'avais évitées, des premiers secours. Selon elle, c'est ce que je faisais quand j'étais sur le terrain, plutôt que de m'accrocher aux organes internes d'un homme avec des mains tremblantes et d'appeler désespérément un hélicoptère qui ne répondait pas. Je m'étais abstenue de sortir 3 hommes adultes d'une structure dont les murs s'étaient effondrés auparavant. Je suis resté silencieux. Cela en valait-il la peine? J'ai sorti un gant en nitrile sans poudre, comme d'habitude, de la poche de ma veste et je l'ai soigneusement plié en carré, en l'entourant de mes doigts. Je portais le même type de gant lorsque j'avais appuyé sur un point de pression sur une blessure, lorsque j'avais murmuré aux hommes mourants que les secours arrivaient, même si je savais que ce n'était pas vrai. L'énorme cicatrice qui parcourait mon avant-bras ce jour-là est passée inaperçue. Lily, la fille de Brent, une adolescente de 17 ans très discrète, avait tout vu et s'était demandé ce que cela signifiait. Personne d'autre ne l'avait remarqué. Elle a glissé un morceau de papier plié dans ma main sous la table. Un petit coup et un regard ont suffi pour communiquer. La seule chose qui m'a interpellée lorsque je l'ai ouvert était « Qu'as-tu vraiment fait là-bas, tante Daniel ?» « Non », ai-je répondu, comme si c'était de l'air. J'ai simplement souri et l'ai mis dans ma main. La raison était que quelqu'un s'intéressait à la vérité pour la première fois depuis mon retour à la maison. C'était un mercredi, le temps était calme et nuageux, avec une légère brise qui faisait tourbillonner des feuilles mortes sur la route. En triant ma pile habituelle de papier et de prospectus publicitaires, j'ai remarqué une enveloppe bleu marine inhabituellement épaisse. Le coin était scellé d'un cachet doré et le blason gravé du ministère de la Défense donnait l'impression qu'elle était lourde, dans la cuisine. Je l'ai serrée comme si elle allait exploser. Je craignais qu'il s'agisse d'une erreur ou, pire encore, d'un flashback d'un enterrement, mais dès que je l'ai ouverte, j'ai été prise de court. Elle contenait une invitation officielle à une cérémonie en l'honneur de femmes soldats exceptionnelles au Pentagone. J'étais l'une d'entre elles. Je l'ai serrée fermement dans mes mains, non pas parce que le papier était fragile, mais en raison de sa signification. Quelqu'un était sorti de cette maison et avait déclaré « Tu as fait quelque chose d'important ». C'était la première fois que cela m'arrivait depuis mon retour. J'ai patiemment attendu une pause dans la discussion pendant le dîner. Les sujets de conversation portaient sur l'inscription récente de Tyler à la salle de sport et les statistiques du podcast de Rachel. J'ai dit « J'ai reçu quelque chose aujourd'hui ». Ma mère a à peine sourcillé. « Des coupons ». « Non », ai-je répondu. « C'est une invitation du Pentagone. Une cérémonie commémorative est en préparation pour moi. » Pendant une fraction de seconde, le silence s'est installé à table. J'espérais peut-être qu'il réagirait avec fierté. Nathan a cligné des yeux. C'est probablement juste pour remplir un quota de diversité. Brent a baissé les yeux vers son verre et a souri. Sans vouloir te vexer. Daniel, tu n'étais pas vraiment en première ligne. Le silence qui a suivi n'était pas total. J'avais l'impression d'être en train de sombrer sous une dalle de béton et d'être tiré hors de l'eau à l'aide d'une pelle. La lasagne dans mon assiette était encore chaude et personne n'y touchait quand j'ai jeté un coup d'œil. Finalement, maman a levé les yeux vers le ciel. « Tu dois toujours tout ramener à toi ?» C'était fini. Je déchirai silencieusement la lettre en 2, puis en 4 après l'avoir ramassée, avec pour seul bruit celui des fourchettes raclant les assiettes. Je me levai de table et montai à l'étage. Je récupérai les morceaux dans la poubelle, les recollai avec des mains tremblantes, achetai une allée simple pour Washington, DC,
et dit dans l'obscurité. Je n'ai pas besoin de leurs applaudissements, je dois vraiment cesser de disparaître. Ce n'était pas l'air, mais les murs, le silence et le formalisme qui vous enveloppent comme un uniforme invisible qui rendait le Pentagone plus froid que dans mes souvenirs, vêtu de mon uniforme bleu, que je n'avais pas porté depuis mon retour à la maison, je traversais les couloirs. Les poignets étaient légèrement effilochés. Ils étaient honnêtes, propres et m'appartenaient, même si un fil pendait au col. Il n'y avait ni place réservée pour moi, ni panneau indiquant mon nom. Assise au fond, je gardais la tête haute, les chaussures cirées et mes émotions prêtes à l'apathie. La salle s'est progressivement remplie de femmes qui avaient bâti un héritage, dirigé des troupes et commandé des escadrons. Même si je ne savais pas vraiment quelle était ma place parmi elles, j'étais là. Les applaudissements accompagnaient la lecture des noms par l'annonceur. Colonel ceci, général cela. Écoutant en silence. J'ai joint les mains sur mes genoux, puis je l'ai entendu, sergent Daniel Ross. Les gens ont tourné leur regard vers moi plutôt que vers la télévision. Mes bottes ont légèrement raclé le sol lisse lorsque je me suis levée prudemment. Incertaine de ce qui m'attendait, j'ai senti une vague de chaleur envahir mon visage tandis que j'avançais. Soudain, un écran derrière le podium s'est allumé. Mes mains étaient ensanglantées et nues, tandis que je traînais un soldat blessé à travers les débris, criant dans une radio hors service. Le film était granuleux et saccadé, mais c'était la réalité. Juste les faits, sans fioriture ni commentaires, sans musique ni narration. Le président lui-même entra dans le bâtiment, sans porte-parole ni responsable des relations publiques. Il ignora complètement la scène et ne prit même pas la peine de s'arrêter devant les caméras. Il passa devant moi sans s'arrêter. Il me tendit la main et dit « Je connais votre nom, sergent Ross, et je souhaite que cette nation en soit témoin. Le badge perdu depuis longtemps de notre unité clandestine ornait son uniforme. Nous avions juré de ne jamais le porter en public. Je serrai les mâchoires, je découvris sa main. Aucun mot n'était nécessaire. C'était suffisant. Quelqu'un avait gardé trace de moi. Même si mes proches avaient tenté d'enterrer mon héritage derrière des informations sur le prix des crevettes et des mises à jour de podcasts, quelqu'un avait réussi à garder mon nom en vie. Je ne rentrais pas chez moi ce soir-là, car j'étais déterminée à ne pas me contenter d'être simplement rappelée. J'ai rendu visite à Clara Weston, la journaliste que les hauts fonctionnaires craignaient. Personne d'autre ne serait effacé. Tel était mon plan. Clara Weston ne posait pas de questions futiles. C'est pour cette raison que je l'ai recherchée. Vêtue du même costume que celui que je portais au Pentagone, je me suis rendue à son domicile. Mes bottes étaient encore couvertes de la poussière du voyage qui m'avait menée de la mémoire à la justice. Les crevasses étaient profondes. Dès qu'elle a ouvert la porte, elle a haussé un sourcil, comme si elle savait que je n'étais pas venue pour discuter de médailles. Je lui ai tout raconté, la lettre d'Ethan, la note de suicide cachée dans un dossier interne intitulé « Détresse personnelle » et les rapports falsifiés qui incluaient des soldats blessés classés comme stables afin que le commandement puisse gonfler les taux de réussite, mes propres griefs écrits, discrètement marqués, reçus, puis détruits. Clara est restée impassible, elle s'est mise à taper rapidement. Ces questions étaient plus difficiles que tous les débriefings des services de renseignement auxquels j'avais jamais assisté. Cependant, je me sentais suffisamment à l'aise pour y répondre pour la première fois. Le titre qui a suivi 3 semaines plus tard était explosif. Dans les coulisses du 2e champ de bataille, le prix du silence militaire, les représailles ont été sévères. J'ai été accusée d'être instable, d'exagérer et d'avoir fabriqué le film. Le lien vers le site de l'administration des anciens combattants m'a été bloqué et mon habilitation a été révoquée en quelques jours. Soudain, tous les emails de ma boîte de réception ont commencé à disparaître. Pour la première fois, j'avais l'impression que mon existence était officiellement effacée. Cependant, je suis restée calme, car la convocation est arrivée peu après. Bonjour, ici Langston, directeur de la surveillance. Nous avons lu votre article. Pourriez-vous nous faire une déclaration ? Oui. Ai-je répondu sans hésiter. Je suis entrée dans cette salle froide et sans fenêtre du Pentagone, sans insigne ni uniforme. Avec pour seule arme la vérité, j'ai posé sur la table la lettre de suicide qu'Ethan avait écrite. Tout le monde s'est tu, Sarah. Une infirmière de l'armée qui avait été blessée d'une manière que l'administration des anciens combattants refusait de préciser, s'approcha derrière moi. Daniel m'a sauvé la vie, continua-t-elle.
se tenant droite et tremblante, tout en soutenant le regard du comité. Si elle est dangereuse, je veux qu'elle soit présente dans toutes les zones de conflit. Il y avait trop de preuves, trop de regards braqués sur eux, et les noms et les récits étaient désormais connus de tous. Ils ne pouvaient plus les étouffer. Mon ancien commandant, le colonel Vance, qui m'avait exhorté à serrer les dents ou rentrer chez moi, a été démis de ses fonctions. Tout est désormais réintégré dans mon dossier. Comme frappé par la foudre, le silence qui nous enveloppait a soudainement éclaté. On me disait souvent que le silence était un signe de force et que je pouvais me calmer en ne faisant rien, mais le silence ne m'a pas protégée. Cela m'a mise au bord de la mort, du moins, pas pour l'instant, sur un terrain paisible de Caroline du Nord, où se trouvait autrefois la vieille ferme de mon grand-père, se trouve aujourd'hui le Etaner, Veterans Resilience Center. Avec ses racines aussi solides que nous tous, le chêne qu'il a planté continue de dominer la cour avant, son écorce brûlée par un orage qui a eu lieu il y a des années, la vérité. Plus insaisissable, ainsi que des financements et des contributions, nous ont permis de le construire. Actuellement, aucun dossier ne porte la mention. Stable, personne ne murmure. Tiens bon, les voix qui auparavant ne pouvaient être entendues remplissent tous les couloirs. Je me tenais à côté de Sarah, l'infirmière jugée trop fragile pour témoigner. Lors de l'inauguration, cet endroit n'est pas seulement pour Ethan, a-t-elle déclaré à la foule en coupant le ruban, les yeux remplis d'émotion. Ceci est pour tous les soldats qui ont un jour pensé que leur souffrance était insignifiante. L'inscription sur le devant dit « L'honneur commence par la vérité », et la vérité commence par une personne qui refuse de se taire. Plus tard dans la soirée, après le départ de tous les invités et l'arrêt des caméras, j'ai traversé seule la salle de conférence déserte. Les lumières bourdonnaient doucement. Le dossier vide posé sur la table semblait supplier qu'on ne le recouvre pas d'un rapport, mais qu'on raconte son histoire. J'ai ressorti mon journal intime, celui que j'avais emporté avec moi de Syrie à Springfield, puis à Washington, et j'ai écrit. Ils m'ont retiré de la photo. Au début, j'ai cru à leur histoire. Cependant, si je n'avais pas pris la parole aujourd'hui, la structure dans laquelle je me trouvais aujourd'hui n'aurait jamais vu le jour. Après être rentrée chez moi, je suis devenue la personne que je devais être, et cela devrait suffire. Pas pour des raisons politiques ou pour me mettre en avant, mais simplement parce que le vent continuait de souffler et que le drapeau américain flottait dehors, tel que je suis et tel que nous sommes tous, ceux qui ont survécu non seulement à la bataille, mais aussi à l'oubli qui a suivi. Restez sur cette page si cette histoire vous a touché ou vous a rappelé quelqu'un qui mérite notre attention. Faites passer le mot. Si vous voulez aider à sauver des vies, même les histoires les plus silencieuses peuvent y contribuer. Partagez la vôtre dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre temps. Si vous m'avez accompagné depuis le calme de la maison de mon enfance jusqu'à l'agitation du Pentagone et maintenant jusqu'à une fondation de vérité, je vous en suis reconnaissant. Vous, votre attention et vos émotions, ils ont une signification plus profonde qu'il n'y paraît. J'ai maintenant une question à vous poser. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une pièce remplie de personnes qui étaient censées vous adorer, mais où vous vous sentiez complètement ignoré? Quelqu'un vous a-t-il déjà demandé quel poids vous portiez, alors que vous aviez l'impression de le porter depuis une éternité? Si cette histoire vous a ému, partagez la vôtre dans les commentaires. La qualité importe peu, cela doit vraiment vous appartenir. En termes simples, lorsque nous exprimons notre opinion, même si notre voix tremble, nous ouvrons la voie à d'autres qui suivront notre exemple. Pensez également à vous abonner si vous pensez que ce genre d'histoire est important. Des histoires dont les gens se souviennent longtemps après qu'elles aient disparu des actualités. Ceux qui osent s'exprimer sur des faits qui doivent être entendus ont leur place ici. Ne laissons plus jamais personne se sentir oublié. Avec un peu de chance, vous pourrez compter sur moi pour être là aussi, à prendre des notes, à lire et à écouter.